Bienvenue sur Faminimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. En solo ou en duo, je partage avec vous astuces, méthodes et expériences pour vivre une vie débarrassée du superflu et concentrée sur l'essentiel. Si être minimaliste ne peut se réduire au seul fait de posséder moins d'objets, être minimaliste, c'est quand même posséder moins. Et c'est cette thématique de la possession que je souhaitais aborder aujourd'hui. Pourquoi possédons-nous autant? Quel plaisir trouvons-nous dans cet acte de posséder des choses? Et quelles seraient les alternatives à cette possession? Y en a-t-il vraiment pour tout? Pourquoi veut-on posséder et comment faire autrement? C'est ce sujet que je vous propose d'aborder aujourd'hui. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi possédons-nous toujours autant de choses? La première explication est la plus évidente et la plus simple, c'est parce que acheter et posséder des objets nous rend heureux. Certes, le fait d'acheter et de faire les magasins n'est pas forcément quelque chose d'agréable pour tout le monde, mais rentrer chez soi avec de nouveaux objets, que l'on en ait vraiment besoin ou non, fait toujours plaisir. Ça nous procure une gratification instantanée. Comme un enfant qui ouvre un paquet cadeau après Noël, même si ce n'est pas une surprise, même si c'est quelque chose que l'on s'est offert, ça fait toujours plaisir. L'espace d'un instant, on ressent énormément de joie. Mais joie et bonheur sont deux choses assez différentes. J'en ai parlé dans l'épisode précédent sur le Noël minimaliste. Et le bonheur et la joie ne sont pas la même chose. Une joie est quelque chose, certes, de très agréable, mais plutôt de fugace, d'instantané, et qui ne dure pas vraiment dans le temps. J'en veux pour preuve, au bout de 2-3 jours, après que vous ayez acheté ce nouveau pull ou ce nouvel objet, l'effet de nouveauté commence un petit peu à s'émousser, et on ne ressentira jamais la même joie en mettant ce pull à la 10e fois que l'on ressentait la première fois. Donc si nous possédons énormément d'objets, c'est souvent parce que nous aimons l'acte d'achat lui-même. Pour faire la différence entre la joie que me procure le fait d'avoir quelque chose de nouveau chez moi ou le bonheur d'avoir cet objet chez moi, j'imagine toujours l'objet en question traîner. Oui, que ce soit un vêtement, de nouvelles assiettes ou autre, au bout d'un moment, ça va traîner forcément à la maison. Et là, lorsqu'il ne sera plus neuf à mes yeux et que je devrais m'en occuper, est-ce que je serai toujours aussi heureuse de l'avoir ? C'est une technique extrêmement efficace si vous avez tendance à vouloir couvrir vos enfants de jouets, parce qu'on les voit déjà traîner et on se voit déjà se prendre la tête avec les enfants pour leur demander de la ramasser. La deuxième raison qui fait que l'on préfère posséder les choses plutôt que de faire sans ou de faire autrement, c'est que c'est plus pratique. Pas besoin d'attendre, on peut acheter ce qui nous plaît tout de suite, même plus besoin d'attendre l'ouverture des magasins vu qu'on peut tout trouver sur Internet et se faire livrer quoi que ce soit chez nous en moins de 48 heures. On dépend de personne et on a ce que l'on veut, quand on veut, au moment où on le veut. Et avec les vies déjà compliquées que l'on mène, le côté pratique de l'achat et de la possession prend le dessus. Quand j'aide mes clients à faire le tri chez eux, le nombre de fois ils me disent qu'ils gardent tel ou tel objet assez inutile ou alors très peu utilisé juste parce que c'est quand même pratique, vous seriez étonnés. Or, le pratique est l'ennemi du mieux. Garder, posséder ou acheter un objet juste parce qu'il est pratique ne suffit pas en lui-même. Et si je fais une petite parenthèse écologique, c'est d'ailleurs le côté pratique de beaucoup de choses qui fait que l'on pollue énormément. Ben oui, c'est plus pratique de prendre sa voiture pour aller au supermarché qui n'est qu'à 2 minutes à pied. Et puis quand on invite du monde, la vaisselle jetable, c'est quand même assez pratique. Et les emballages des fruits et légumes, c'est pratique, ça évite qu'ils s'abîment quand même. Le côté pratique pour moi nous empêche de réfléchir et de voir comment on pourrait faire autrement. Parce qu'on ne veut pas se compliquer la vie, on finit par posséder tout un tas d'objets qui n'ont par exemple qu'un seul usage. Vous savez par exemple le petit ustensile qui sert à couper les œufs en tranches égales. On est d'accord qu'avec un couteau, ça va aussi vite. Mais ce serait peut-être un petit peu moins joli, donc c'est quand même plus pratique d'avoir cet objet-là. Vous l'aurez peut-être compris, les objets pratiques, c'est comme les objets qu'on garde au cas où. Pour moi, c'est l'ennemi du bien. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter des choses ou posséder des choses pratiques. Je dis juste que si on possède quelque chose juste pour son aspect pratique, ce n'est peut-être pas assez suffisant et on pourrait peut-être faire autrement. La troisième et avant-dernière raison pour laquelle on aime posséder autant de choses, c'est ce que j'appelle le culte des trucs. Si on a envie de montrer qu'on a réussi dans la vie, c'est important de montrer qu'on a beaucoup de trucs. On a la dernière voiture, le dernier iPhone, une superbe montre. Bref, tous ces signes extérieurs de richesse sont importants aux yeux de notre société. Pas pour tout le monde, mais quand même pour beaucoup de personnes. Posséder est aussi un marqueur social. Une bibliothèque bien remplie, même si on n'a pas lu tous les livres, d'ailleurs, ça envoie un signe assez positif. Regardez comme je lis beaucoup de choses, regardez comme je sais énormément de choses. Mes enfants ont beaucoup de jouets, alors oui, je m'en plains comme ça en disant « Oh là là, cette chambre déborde ». Mais quelque part, est-ce que ça ne montre pas aussi que je m'occupe de mes enfants et que je peux les gâter? Alors oui, on aimerait tous se croire au-dessus de tout ça et dire que non, on ne possède pas du tout pour les autres, mais on possède pour soi. Mais quelque part, lorsque l'on a énormément de choses chez nous, c'est aussi pour envoyer un petit message à l'extérieur. Si ce n'était pas le cas, beaucoup d'industries auraient fait faillite, ne serait-ce que l'industrie
du textile, des chaussures. Alors posséder des objets pour se faire plaisir, oui. Posséder beaucoup d'objets pour faire plaisir aux autres, ça vaut peut-être le coup d'y réfléchir. Et enfin, la dernière raison pour laquelle nous possédons autant de choses autour de nous, c'est parce qu'on ne se pose pas la question. Qui nous a déjà montré une alternative à la possession? Lorsque j'ai besoin de quelque chose, je l'achète. C'est ce qu'on nous a toujours montré, c'est ce qu'on nous vend à la télé, sur Internet, partout où on regarde. C'est le seul modèle qui est vraiment promu, c'est le fait de posséder. Donc, où sommes-nous censés trouver les alternatives? Et d'ailleurs, avant que je plonge un petit peu plus en détail sur ces alternatives et les choses que nous avons mis en place pour éviter de posséder autant de choses, on peut se poser la question, mais pourquoi on voudrait posséder moins? Eh bien parce que tous les objets que vous faites rentrer chez vous ont un coût. Un coût bien sûr financier, il y a le coût de l'objet, le coût de l'entretien de l'objet, le coût des accessoires qui vont avec l'objet. Par exemple, si vous achetez une jolie robe, mais que pour l'entretenir il faut aller chez le pressing, ce n'est pas juste le coût de la robe, il y aura aussi le coût du pressing au fil des années. Mais il y a aussi le coût en énergie, comme j'ai dit, il va falloir entretenir l'objet que vous avez acheté, et du coup le coût en temps, le temps que vous allez passer à l'utiliser et à l'entretenir. Donc c'est mathématique, plus on possède de choses autour de nous, plus on passe de temps, d'argent ou d'énergie à s'en occuper. Et c'est du temps, de l'argent et de l'énergie qu'on ne met pas ailleurs. Et puis si vous avez des enfants, vous serez d'accord avec moi, plus ils en ont, plus ils en veulent, et plus on se prend la tête pour qu'ils rangent leur chambre. Je dis les enfants, mais c'est pareil pour les adultes. À une époque, j'achetais énormément de vêtements, et c'est pas parce que j'avais déjà 10 robes dans mon placard que ça m'empêchait d'aller faire du shopping et d'aller m'en acheter une 11e, une 12e ou une 13e. Mais un jour ou l'autre, on est confronté à toutes ces possessions, ne serait-ce que le jour d'un déménagement. Passons donc à la deuxième partie de cette émission, les alternatives à la possession. En préparant cette émission, j'en ai identifié 4. Il y en a peut-être plus, mais en tout cas, ce sont les 4 que nous utilisons en tant que famille minimaliste pour posséder moins. La première chose, c'est la plus simple, c'est le prêt. Quand on a besoin de quelque chose de manière occasionnelle ou ponctuelle, selon les relations que l'on peut avoir avec sa famille, son entourage, ses amis, ses voisins, on se fait prêter les choses. Alors attention, je mets bien l'accent sur si on a besoin de quelque chose de manière occasionnelle. Quand on voit qu'on emprunte régulièrement ce même objet occasionnel à son entourage, c'est peut-être le signe qu'effectivement il est temps d'acheter cette chose, d'investir et de posséder cet objet plutôt que de se le faire prêter. Et ce que j'aime bien moi dans le prêt, c'est le côté un petit peu lien social. On habite, nous, loin de notre famille, vu qu'on est en Suisse et toute notre famille se trouve en France. Et quand on est arrivé en Suisse, on est reparti de zéro, vu qu'on est arrivé juste avec 5 valises. Donc on a dû meubler entièrement et équiper entièrement notre appartement. Et équiper entièrement un appartement de A à Z, ça prend du temps. On s'est fait prêter des matelas, on s'est fait prêter tout un tas de choses. Et ça nous a aussi permis de rencontrer les voisins. On a les meilleurs voisins du monde. Ça nous a permis de nous connaître beaucoup mieux et beaucoup plus vite. Mais la plupart du temps, les gens n'ont pas besoin de compter sur la gentillesse de leurs voisins. Vous avez des amis, vous avez de la famille qui vit dans le coin et qui peuvent vous prêter des choses. Et quand on se fait prêter quelque chose un petit peu trop souvent, comme par exemple les vélos à l'époque ou la crêpière en ce moment, on sait qu'il est peut-être temps d'investir et de posséder cet objet nous-mêmes. Donc avant de foncer tête baissée et d'acheter un nouveau paddle pour cette année parce que vous pensez que vous allez en faire, peut-être empruntez-le pendant une semaine à des amis et vous verrez si c'est vraiment quelque chose dans lequel vous pouvez investir. La deuxième alternative, la plus classique à la possession, c'est bien évidemment la location. Alors il y a des agences de location pour beaucoup de choses. On le sait qu'il y en a pour le bricolage par exemple, pour les véhicules bien entendu, mais il y a aussi des choses qui se développent comme ce qu'on appelle les trucothèques. Alors je ne sais pas si ça s'appelle comme ça dans votre région, mais chez nous, près de Neuchâtel en Suisse, il y a des trucothèques. Ce sont, comme son nom l'indique, comme des bibliothèques, mais qui regroupent beaucoup d'objets du quotidien et que vous pouvez louer. Généralement, c'est géré par des associations et vous pouvez les louer à la journée ou à la semaine. Et vous pouvez trouver des choses comme des machines à pop-corn, des perceuses ou encore un set de fondu. Là encore, ça peut être un premier bon réflexe. Essayer de louer quelque chose si on voit qu'on en a besoin vraiment qu'une fois au lieu de tout de suite aller se ruer dans les magasins. Si on voit qu'on doit retourner assez régulièrement pour louer cet objet, là, la question de la possession peut peut-être se poser. Et en termes de choses que l'on peut louer, j'ai l'impression, en faisant des recherches un petit peu plus poussées pour l'émission, qu'il n'y a pas de limite. Et s'il y a une chose pour laquelle je recommande vraiment la location avant de se jeter tête baissée dans la possession, c'est pour tout ce qui est articles de sport ou par exemple de camping. Beaucoup de grandes enseignes comme Decathlon ont un service de location de ce genre de matériel. Ça permet d'essayer, de voir si on aime ou pas, de voir si on va bien savoir l'utiliser avant d'aller tête baissée dans le magasin. Nous, on a fait une sorte de location. En fait, on va dans les magasins de seconde main. Là, je vous parle d'équipement de ski. Ça nous coûte moins cher que de louer l'équipement pour toute la saison. Et à la fin de la saison, comme on sait que les enfants n'auront pas besoin de ce matériel l'année d'après car ils auront grandi, on le ramène au magasin de seconde main. Il est toujours en excellent état. Il pourra être revendu et ça fait des sous à une association, non seulement lorsqu'on l'a acheté, mais
en plus parce qu'ils vont pouvoir le revendre. On n'est pas des skieurs hors pair, donc croyez-moi, on n'abîme pas l'équipement. La troisième alternative, et ça c'est quelque chose que l'on fait beaucoup pour 2 catégories d'objets, ce sont les abonnements. Avant de commencer sur la route du minimalisme, il y avait 2 choses qui débordaient chez nous, c'était les livres et les jeux de société. Or, quand on a fait notre déménagement de Nouvelle-Zélande en Suisse, vu qu'on avait décidé de revenir avec juste 5 valises, on a dû faire un choix drastique dans les livres et les jeux de société qu'on devait garder. Mais nous savions que quel que soit l'endroit où nous allions finir par habiter, il y aurait forcément une bibliothèque et une ludothèque dans le coin. Alors on a une chance insolente, on habite dans un tout petit village de 3600 habitants, mais il y a quand même une bibliothèque et une ludothèque. Et cette ludothèque a la particularité d'être extrêmement bien fournie, non seulement en jouets, mais bon, les enfants jouent à très peu de jouets maintenant qu'ils sont un peu plus grands, mais surtout en jeux de société. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a des jeux auxquels on joue beaucoup plus souvent depuis qu'on les a en location que quand on les avait en possession. Parce que quand on les prend en location, on sait qu'on va les garder, 2-3 semaines, donc on en profite à fond. Et effectivement, il y a certains jeux qui reviennent très très régulièrement chez nous. Je pense au jeu Hôtel, si vous n'y avez pas joué, je vous le recommande. On doit l'emprunter, je sais pas, on l'a emprunté 4 ou 5 fois déjà cette année. Tant et si bien qu'on s'est demandé, est-ce qu'on ferait pas mieux de l'acheter? Et la réponse des enfants a été, non maman, si on sait qu'il est toujours là, on va moins y jouer. Et je crois qu'ils ont vraiment raison. L'abonnement fait qu'il y a toujours des nouveaux jeux et des nouveaux livres qui arrivent dans notre maison. Donc il y a toujours cet aspect nouveauté que l'on aime lorsque l'on achète quelque chose, mais on n'a pas besoin de l'entretenir, de le stocker. Et quand on a fini d'utiliser ce jeu ou de lire ce livre, on le ramène à la ludothèque ou à la bibliothèque. Et des abonnements, on en trouve vraiment pour toute catégorie d'objets. Il y en a par exemple pour les objets de puériculture. On sait que ces choses-là prennent de la place, on sait qu'il y en a beaucoup dont les enfants ne se servent que quelques mois, par exemple le couffin, une fois qu'ils sont un petit peu trop grands, ils ne peuvent plus rentrer dedans. Il y a tout un tas d'objets comme ça qu'on peut louer en courte, moyenne ou longue durée. Financièrement, ça revient au même. À la fin, on n'a pas besoin de se poser le problème du stockage de l'objet. Et ça, c'est vraiment des choses, moi, que je trouve super. Ça me fait d'ailleurs penser que j'avais un collègue en Nouvelle-Zélande. C'est une tradition de sa famille. Je crois que c'est ses grands-parents qui avaient commencé ça. Dès qu'il y a un des petits-enfants qui a un bébé, en fait, il reçoit un kit. C'est toujours le même kit. Il se le passe de cousin en cousin. Et dedans, il y a tout ce qu'il faut pour s'occuper des enfants les 6 premiers mois. Donc, il y a les pyjamas à premier âge, les tout petits pyjamas, les tout petits bodys. Il y a justement le couffin dans lequel ils vont rentrer seulement quelques mois. Il y a tout ce pack-là. Et une fois que le bébé est un peu plus grand, en fait, ça va au prochain petit enfant qui aura le prochain enfant. Ils sont une grande famille, donc il est assez utilisé. Et moi, je trouve ça génial. J'adore l'idée et je me la garde sous le coude, peut-être, au cas où, dans plusieurs années. Et pour finir sur le thème des abonnements, en préparant l'émission, j'ai fait un petit peu plus de recherches. Alors, je savais qu'on peut aussi louer, par exemple, des vêtements de soirée, des vêtements de cocktail pour un mariage ou ce genre de choses. Ça coûte pas forcément très, très cher. Mais j'ai vu qu'il y a aussi des systèmes d'abonnement pour les habits de tous les jours. Vous choisissez les vêtements que vous voulez pour cette saison, vous renvoyez les anciens et vous avez des choses qui sont toujours un petit peu au goût du jour sans faire exploser votre garde-robe. Donc vraiment, les abonnements, il y en a pour tout. Et là encore, ça peut être une première étape avant de pouvoir acheter quelque chose. Si vous voyez que vous lisez un livre 5 fois par an, peut-être que vous avez envie de l'avoir chez vous et que là, vous pouvez l'acheter. Et enfin, la dernière solution, la dernière alternative à la possession, c'est celle qu'on utilise le plus, c'est de réfléchir à une alternative. Le meilleur achat, c'est celui qu'on ne fait pas en termes de minimalisme. Donc, on se pose la question, quand on a envie d'un nouvel objet, comment je ferais sans? Si je ne l'avais pas, qu'est-ce que je ferais? Alors, des fois, la réponse est toute simple, oui, il faut acheter l'objet. Mais des fois, on se pose la question et on trouve une alternative satisfaisante et du coup, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de cet objet-là. Quand notre deuxième voiture nous a lâché il y a quelques années, on s'est posé la question, comment on ferait si on n'en rachetait pas une? Eh bien, on a trouvé plein de solutions. On a pris la meilleure décision, je crois, à point de vue financier de notre vie. On a décidé de ne pas racheter une autre voiture. Alors oui, c'est moins pratique. Mais des solutions, avec une seule voiture et 3 enfants, on a trouvé. Les enfants font toujours des activités après l'école. On arrive quand même à aller au travail. Bref, on s'est juste organisé autrement. Donc voilà, j'espère que j'aurai su vous démontrer que la possession n'est pas forcément obligatoire. Alors je sais que vous le savez, mais je voulais partager un petit peu mon expérience avec vous pour vous montrer qu'on pouvait être une famille de 5, vouloir que notre vie soit pratique, entre guillemets, et ne pas être entouré de tonnes d'objets autour de nous. Il suffit de faire un petit peu de preuve d'imagination et des alternatives, il y en a à notre disposition. Et lorsque l'on pense à toutes ces alternatives et qu'on finit quand même par acheter quelque chose, au final, cet achat est beaucoup plus valorisé, ça ne devient pas quelque chose d'automatique. Ça correspond beaucoup mieux à notre philosophie minimaliste, d'enlever le superflu et de ne garder que l'essentiel. Alors avant d'acheter, je vous propose de vous souvenir de l'acronyme suivant, FLAP. Je l'ai inventé pour l'émission, mais je le trouve pas mal. Est-ce que vous pouvez F, faire sans, L, le louer, A, vous abonner, P, vous le faire prêter. FLAP, c'est pas mal. J'avais PLAF aussi, mais je trouvais que FLAP, c'était mieux.
On arrive maintenant à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura fait vous interroger sur votre rapport à la propriété. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner à mon podcast. Il y a un nouvel épisode toutes les semaines. Et si vous voulez encore plus d'astuces sur le tri ou le minimalisme en famille, je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram ou à vous abonner à ma newsletter. Je vous dis à très bientôt et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.